C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sarah, une Normande de 35 ans, passionnée de cuisine saine et gourmande. Sarah, qui gère depuis 7 ans le blog et les réseaux sociaux Quinoa et Basmati, a entrepris un véritable voyage culinaire suite à des problèmes de santé survenus à l'âge de 26 ans. Fatigue, œdème au visage, troubles digestifs et douleurs articulaires ont bouleversé son quotidien, la poussant à explorer l'alimentation comme moyen de retrouver la santé. Un médecin généraliste spécialisé en naturopathie et micronutrition l'a orienté vers un régime paléo, excluant ainsi les sucres raffinés, les produits laitiers et les céréales. En seulement 15 jours, Sarah ressentait déjà une nette amélioration. Cependant, elle a décidé d'aller un peu plus loin dans ses expérimentations en réintégrant certains aliments à son régime, pour finalement opter en 2017 pour un arrêt total du gluten et des produits laitiers. Infirmière de profession, les douleurs constantes l'empêchaient de travailler, mais avec l'abandon du gluten, Sarah a découvert une nouvelle passion pour la cuisine. Aujourd'hui, elle transforme les plats en véritables œuvres culinaires, mariant plaisir gustatif et équilibre alimentaire. À l'origine d'un compte Instagram créé pour trouver de l'inspiration, Sarah partage désormais ses propres recettes, ses astuces pour apprivoiser les ingrédients et les farines, et ses expériences gustatives sur son blog Quinoa et Basmati. Avec plus de 400 recettes sucrées et salées sur son blog ainsi qu'une collection de e-books thématiques, gâteaux, cookies, pancakes, brunch et pique-niques, et des témoignages, Sarah nous emmène dans son univers culinaire où le plaisir est le maître mot. Elle nous dévoile ses ingrédients incontournables tels que la farine de riz, la farine de sarrasin, la farine de pois chiche et la poudre d'amande, ainsi que sa précieuse sauce tamari. Mais la cuisine pour Sarah, c'est aussi une question d'approche. Elle conseille à ceux qui n'apprécient pas cuisiner de créer leur propre cocon, une sélection de recettes à tester et de privilégier l'intelligence dans le choix des plats à préparer, dans une ambiance propice à l'éveil des papilles. Passionnée et engagée, Sarah propose également des coachings pour guider dans les changements alimentaires et organise des ateliers cuisine en visio, permettant ainsi à chacun de s'organiser au mieux dans cette démarche culinaire enrichissante. Je vous laisse sur notre conversation et vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Sarah. Bonjour Laurette. Je suis ravie de t'accueillir sur le Gloomy Club. Les gens doivent te connaître sous ton compte Instagram qui s'appelle Quinoa et Basmati. Oui, c'est ça. Donc je veux bien que tu commences par te présenter aux auditeurs. D'accord, écoute, déjà je suis très contente d'être ici. Et moi je suis Sarah, du coup j'ai 35 ans, je suis normande, je suis maman d'une petite fille de 1 an et j'ai depuis, ça va faire 7 ans maintenant, le compte Quinoa et Basmati, donc j'ai un blog sous ce nom, je tiens aussi les réseaux du même nom, sur lequel je partage mes tambouilles saines et gourmandes. Voilà. Trop chouette. Et donc toi, tu as arrêté le gluten depuis 2017. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement ton parcours? Est-ce qu'il y a eu des symptômes? Enfin, quel professionnel t'as vu? Comment ça s'est passé de ton côté? Alors en fait c'est un petit peu plus ancien que ça, c'est 2015, j'ai commencé à avoir des soucis de santé, donc à l'époque j'avais 26 ans et j'ai commencé à avoir pas mal de symptômes divers et variés, de la fatigue, des œdèmes au niveau du visage, des douleurs articulaires et musculaires, des troubles digestifs, voilà, tout un panel de symptômes et vraiment une fatigue très intense. Ouais. Et je suis allée voir des médecins traditionnel en fait et j'avais pas de réponse vraiment et pas de solution à part des médicaments qui couvraient les symptômes si tu veux mais qui me soignaient pas en profondeur et ça suffisait pas d'ailleurs. Du coup, je me suis tournée vers un naturopathe, donc un médecin qui est initialement médecin généraliste, qui était naturopathe et spécialisé en micronutrition. Ok.
Et ce médecin m'a mis sur la piste de l'alimentation parce qu'à l'époque, je faisais pas du tout attention à mon alimentation. Enfin, je ne faisais pas le lien alimentation-santé en tout cas. Et du coup, à l'époque, il m'a recommandé d'avoir une alimentation paléo, donc c'était sans sucre, sans produits laitiers et sans céréales. Donc pas de gluten, mais 0 céréales. J'ai arrêté tout ça. Et je me suis rendu compte que ça allait mieux. Au bout de 15 jours, je me suis sentie vraiment... Enfin, j'ai senti comme... À l'époque, je disais que j'avais un sumo sur les épaules, tu vois, pour imager un peu la chose. Et je me suis sentie, mais sortir la tête de l'eau, quoi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Après ça, j'ai fait mes petites expériences en remangeant du gluten, des produits laitiers, plein de choses. Et en fait, ça m'a permis de constater que c'était bien ça, hein, que c'était bien l'alimentation et certains types d'aliments qui influaient sur mes symptômes. Voilà. Et du coup, j'ai fait mes petites expériences jusque 2017. Et 2017, là, j'ai vraiment dit, ok, c'est bon, je sais ce qui me va pas et j'arrête tel et tel aliment. Et depuis, il y a des symptômes alors, je vais toujours avoir des soucis, mais c'est beaucoup plus contrôlé, on va dire. C'est ça. Quels sont les aliments que tu as vraiment arrêtés? Il y a le gluten, il y a le lactose. Tout ce qui est produit laitier animal, le gluten, les céréales en règle générale, j'en mange, mais j'en mange moins qu'avant et qu'il peut y avoir dans une alimentation traditionnelle où tu as du pain à chaque repas, des céréales le matin, etc. Ouais, c'est ça. Et quand ton médecin il t'a dit de passer justement à une alimentation paléo, est-ce que tu t'es dit oula, faut que j'enlève toute mon alimentation, faut que je reprenne tout à zéro, Non, en fait à l'époque j'étais tellement dans le mal que je pense que j'étais prête on m'apportait une solution en fait, donc je me suis dit allez, on y va et de voir que ça fonctionnait, c'était vraiment... Ouais, c'est ça. Et puis du coup là on se rend compte justement que le sucre il y en a partout, le gluten il y en a partout, donc c'est ça. Refaire l'entièreté de ses placards et de son alimentation. Tu sais qu'à l'époque j'avais fait un sac dans lequel j'avais mis tout ce que j'avais dans mes placards. J'étais vraiment décidée, hein. J'avais tout mis et j'ai donné tout à ma meilleure amie en disant allez, tu récupères les biscuits, tout. Et t'as des tests qui ont été faits justement sur des allergies, des intolérances. J'avais, en médecine traditionnelle, on m'a dosé les anticorps pour voir si j'étais cœliaque. J'ai pas de maladie cœliaque, en tout cas c'est pas ressorti. Après à l'époque j'avais aussi arrêté le gluten, donc c'est difficile de savoir. Après ça, moi j'ai eu un diagnostic qui a été posé en 2020, qui est celui du syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc c'est un syndrome rare qui a plein de formes et un des symptômes de ce syndrome sont les intolérances alimentaires. Il y a plein de choses qu'on tolère. D'accord. Ok. Donc ça aussi, ça va sur cette piste-là de la pathologie qui engendre d'autres problématiques. C'est ça. C'est ça. Et justement, toi, ces symptômes, ils avaient un impact sur ta vie quotidienne, que ce soit ta vie professionnelle, que tes activités. Enfin, c'était vraiment un gros problème dans ton quotidien. Ouais, je suis infirmière de profession et à l'époque, j'étais en arrêt. En fait, je pouvais pas. C'était pas possible physiquement et j'avais des douleurs constantes, j'avais une fatigue vraiment intense. Donc oui, ça impactait toute ma qualité de vie. Ouais. Tu continues à avoir des professionnels, des naturaux, des Alors là, je vais te dire, j'ai fait une petite pause depuis l'arrivée de ma fille, on va dire. Mais c'est dans ma tête là de revoir quelqu'un juste pour éventuellement rééquilibrer certaines petites choses. Ouais. Et avant d'avoir tes diagnostics d'intolérance et d'arrêter justement certains aliments, est-ce que tu prenais du plaisir à cuisiner ou tu t'es découverte une passion après ? Alors, la passion, elle est vraiment arrivée avec l'arrêt du gluten, la découverte des nouveaux ingrédients. Avant, si tu veux, j'avais quelques petites recettes, j'aimais bien faire des cookies, j'aimais bien. Ouais. Mais à côté de ça, au quotidien, la cuisine, c'était très simple et c'était pas très fun, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tous les jours, je me fais plaisir. C'est ça. Et justement, quand on t'a demandé d'arrêter ces aliments-là, est-ce que tu t'es orientée vers des livres de cuisine ? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as regardé un peu plus les réseaux sociaux ? Comment tu as trouvé des nouvelles recettes ? À l'époque, du coup, c'est arrivé en même temps que j'ai créé mon compte Instagram. Donc à la base, le but, c'était pour moi d'aller chercher de l'inspiration.
Du coup, oui, je suis allée chercher. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, Instagram en particulier à l'époque. Les blogs aussi, j'ai trouvé pas mal de blogs. Et puis, les livres, oui, dès que je pouvais. Oui, je crois que j'ai eu un premier gros livre de recettes sans gluten cette année-là, je crois. Ouais. C'est Ouais. ça. Ça aide pas mal à trouver C'est des bonnes ça. idées. Mais après, le truc, c'est que je trouvais que dans les livres de recettes, parfois, c'était très compliqué pour moi. Il y avait plein d'ingrédients. Tu sais, beaucoup de farines différentes, et parfois des choses que tu achètes une fois et que tu utilises que dans une recette, en fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je me suis mise à créer mes propres recettes. Et le but, c'était que ce soit simple et que je puisse les faire régulièrement, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as vu un impact sur ta vie sociale, parce que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans le podcast, parce que quand on a des troubles digestifs ou d'autres problématiques liées aux intolérances alimentaires, on n'a plus forcément envie d'aller au restaurant ou de voir des amis, parce qu'on se dit si je bois quelque chose, si je mange quelque chose et que je suis malade, ça va pas le faire, faut que je rentre chez moi. Donc est-ce que toi aussi tu as vécu ce type de changement? Alors, ça a pu m'embêter à des moments, mais en fait, je l'ai plutôt pris de façon positive et je l'ai annoncé aux gens autour de moi. Après, j'ai de la chance d'avoir un entourage très compréhensif et que ce soit ma famille ou mes amis, tout le monde s'est prêté au jeu. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde essaie de me faire plaisir, d'adapter une recette ou en tout cas se renseigne sur ce qu'ils peuvent faire ou pas. Donc pour ce qui est invitation, ça va. Après, là où j'ai plus été embêtée, c'est pour les restaurants. Parce que au resto, t'es tout de suite plus... sauf certains restos. En fait, du coup, maintenant, j'ai mes restaurants et je sais où je vais et quoi faire aussi, quoi demander, comment m'adapter. Mais au début, t'es un peu paumé et t'oses pas le dire, quoi. T'oses pas trop... alors qu'il faut. Parce qu'en fait, si tu prends sur toi, et je crois que j'ai dû le faire une fois ou deux au début, tu prends sur toi, tu te dis, non, je vais pas montrer, donc je vais manger le truc. Et en fait, t'es trop mal le lendemain et ça vaut pas le coup, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, t'arrives, toi, à trouver des restos qui s'adaptent en Normandie? Parce que c'est vrai que moi, je suis en Bretagne, donc je vois un peu le schéma des restaurants. Vous avez les galettes de sarrasin en Bretagne. C'est ça, exactement. Sauf que quand tu manges des galettes tous les jours, au bout d'un moment, t'as envie d'un peu diversifier ton alimentation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de restos sans gluten ou sans lactose, mais qui sont vraiment basés à Paris ou dans des très, très grosses villes. Et est-ce que toi, justement, t'arrives à trouver autour de chez toi des restaurants? À Rouen, depuis 2017, je crois que c'était un signe, on a un resto qui s'appelle le Higuef, Ok. qui est 100% sans gluten. Mais vraiment, si jamais un jour tu viens à Rouen, je t'invite à le découvrir. Parce que trop chouette. C'est vraiment cool. Et ils adaptent aussi en sans lactose. Ah, trop bien. Si tu demandes. Donc, ça, c'est le resto de référence. Après, je sais qu'il y a quelques petites places à droite à gauche. Si tu demandes bien, ils s'adaptent. Et est-ce que toi, tu as des recommandations justement pour les personnes qui ont pas forcément de diagnostic sur une maladie comme la maladie cœliaque ou la maladie de Crohn et qui souhaitent justement arrêter certains aliments? Est-ce que, je sais pas, tu as des petits tips? Ça, je trouve que ça dépend vraiment des gens. Moi, je fonctionne comme ça. C'est que quand je prends une décision, j'arrête et puis, je me lance. Après, il y a des gens qui ont plus besoin de... Puis tu vois, je te dis, j'arrête d'un coup et finalement, j'ai fait mes expériences aussi. Ça m'a permis de vraiment être sûre de ce que je faisais. Donc, je pense d'y aller au feeling et c'est surtout de jamais lâcher que c'est pour sa santé et son bien-être, en fait. Toujours garder ça en tête. Je pense que c'est le plus important. Après, le rythme... ce qui doit se faire se fait à son rythme, quoi. C'est ça. Et donc, toi, t'as créé le blog et le compte Insta, donc Quinoa et Basmati. C'est ça. Est-ce que tu t'es inspirée justement d'autres comptes, d'autres blogs pour créer tes recettes? Comment ça s'est développé justement de la création de ce blog? Alors, la création de ce blog, pour la petite histoire, donc j'avais ce Instagram qui était à la base pour aller chercher de l'inspiration. Et puis, je commençais à créer mes recettes de mon côté. Alors, je peux pas te dire à l'époque si je m'inspirais de blogs en particulier, mais je pense que oui, j'allais quand même... je puisais l'inspiration quelque part. Et il y a une nuit où j'ai fait une grosse insomnie et j'ai fait des cookies. Et j'ai eu envie de les prendre en photo et de partager la recette. Voilà. Et c'est parti de là. C'est vraiment parti de juste ces cookies une nuit. Et après, j'ai créé le blog qui allait avec. J'ai commencé à partager sur Insta et c'est parti, quoi. Et puis les gens, j'ai eu des super retours dès le début, en fait, des gens qui reproduisaient les recettes. Moi, du coup, j'en faisais de plus en plus et
C'est ça. Et Et voilà. justement, c'était de tester, parce que tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y a des aliments qui sont disponibles que pour une seule recette. Dans l'alimentation sans gluten, on sait qu'il y a des mix de farine à faire. Donc, C'est ça. c'était aussi d'apprendre à comment utiliser ces ingrédients-là pour créer tes propres recettes. C'est ça, exactement. En fait, c'est vraiment les apprivoiser, les farines, se dire telle farine, ça va plus être comme avec la farine de blé où je mets 100% blé et basta. Donc telle farine, bah, si je veux ce rendu-là, je mets telle farine dans telle proportion et voilà, apprendre à s'en servir pour avoir le rendu qu'on veut. Alors après, il y a forcément des loupés au départ. Je pense que tu as eu ça aussi, le pain On sans l'a tous gluten, eu, je pense. la brique de pain que tu peux pas couper. Voilà. C'est ça. Mais en fait, faut pas. C'est de la patience et puis ça s'apprend et après il y a des petits invariables, des mélanges. On sait que c'est un tiers de telle farine plus telle farine plus telle farine et ça roule quoi. Et t'es plus inspirée par les recettes sucrées ou les recettes salées? Alors moi, j'aime manger les deux, mais je préfère créer des recettes sucrées. Moi, c'est tout ce qui va être cookies, pancakes, crêpes et tout ça. On est team j'adore. sucré, c'est bon. Ouais. Sur ton blog, t'as diverses thématiques, t'as des recettes, t'as des conseils. Quels sont les types de conseils qu'on peut retrouver sur ton blog et ce que tu proposes en fait? Alors, sur mon blog, tu vas retrouver essentiellement des recettes. Il y en a, je crois, près de 400. Des sucrés, des salés. Il y en a pour un petit peu tous les goûts. Donc, vraiment un large choix. À côté de ça, j'ai aussi une collection de e-books sur lesquels qui sont vraiment à thème. Donc là, pour le coup, sur les gâteaux, toujours sans gluten, sans lait et sans sucre raffiné. Les gâteaux, les cookies, les pancakes, le brunch, le pique-nique. Enfin, c'est des thèmes très variés. Ouais. Et j'ai aussi des témoignages, donc c'était à l'époque, là j'ai arrêté d'en faire, mais récolter des témoignages de gens qui changeaient d'alimentation. Parce que je trouve que c'est important d'avoir des témoignages. En fait, je trouve que enfin moi à l'époque, ça me boostait beaucoup d'entendre les récits des gens. Et puis comme ton podcast, par exemple. Ça te permet de se dire, je suis pas tout seul dans la galère. Il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que moi. On y arrive bien, donc. Si les autres arrivent à le faire, c'est possible pour moi aussi. Ouais. Exactement. Et puis comme, là, je crois qu'on est à peu près à un peu plus de 25 épisodes sur le podcast, et il y en a pas mal qui m'ont dit, en fait, quand moi j'ai eu le diagnostic, je cuisinais pas du tout. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais moi c'était pareil. Et c'est avec justement la découverte de la maladie cœliaque ou de l'intolérance, l'hypersensibilité, que j'ai commencé à cuisiner et que je me suis rendu compte que j'y prenais plaisir en fait. Bah ouais, et puis en fait le truc c'est que, et tant mieux à la limite, dans le commerce il n'y a pas grand chose pour les sans gluten. Enfin, il y a des choses quand même plus qu'à une période, mais si tu veux là tu vois, je viens de faire un pain d'épices. Je peux pas aller à la première boulangerie acheter un pain d'épices sans gluten, quoi, tu vois. Donc ouais, ça te force à sortir un petit peu de ta zone de confort, mais c'est cool. Ça nous permet d'être un peu plus créatifs. C'est ça stimule la créativité, exactement. Et est-ce que tu as une philosophie ou une approche particulière justement que tu adoptes dans la cuisine? C'est le plaisir en fait, de garder le plaisir au centre de la cuisine et prioriser mon bien-être. En fait, l'idée c'est toujours d'éviter la frustration. Si jamais, je sais pas, je vais au resto et puis c'est un resto dans lequel je peux pas tout manger, tu vois, et que les copains vont commander un burger et j'ai super envie d'un burger, je sais que le lendemain, je peux me faire mon burger sans gluten, je peux me faire plaisir et tu vois, qu'il y ait toujours cette notion-là en fait. Quels sont un peu les ingrédients qui sont devenus incontournables pour toi? Alors, les ingrédients incontournables dans ma cuisine actuellement et depuis quelques années, c'est la farine de riz, la farine de sarrasin, de pois chiches et la poudre d'amande. En gros, j'ai retenu quelques ingrédients, ceci. Les purées d'oléagineux, qui sont super pour faire des gâteaux, pour faire plein de choses, enfin plein de recettes. Les purées d'oléagineux, c'est la vie. Et la sauce tamari, qui est une sauce soja sans gluten. C'est vrai que c'est un des points qui était problématique au départ quand j'ai vu que la sauce soja était avec du gluten. Et c'était un peu la galère de trouver en fait une sauce sans gluten. Ouais, et ça y est, la sauce tamari, c'est un incontournable. Et là, ils commencent à faire des sauces, parce que la sauce tamari, elle est salée, mais tu as de la sauce sucrée aussi, sans gluten. Écoute,
On retient ça. Et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, justement? Alors, si je devais conseiller quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, c'est ce que je fais en coaching parce que j'accompagne les gens aussi dans des transitions alimentaires. Et souvent, pour les gens qui ont du mal avec la cuisine, l'idée c'est déjà de se créer un cocon dans la cuisine, en fait. Vraiment que tu aies envie de cuisiner. Alors ça peut paraître bête, mais d'avoir des petits bocaux d'ingrédients que tu as choisis, des jolis accessoires et tout, ça aide. De se faire une sélection de recettes, tu vois, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les blogs ou dans les livres, qu'ils aimeraient bien tester. Et puis, d'essayer de les réaliser. Et puis de se dire, je prépare malin. Donc, si je fais une pâte à tarte sans gluten, je vais la faire en double. Comme ça, j'en congèle la moitié. Si je fais une fournée de cookies, c'est pas grave, je fais en double. Tu vois, ça prend pas plus de temps. Et je congèle les cookies pas cuits. Comme ça, j'ai des cookies à cuire. Voilà, d'essayer de faire ça, et puis de cuisiner dans une bonne ambiance, cuisiner en écoutant des podcasts, de la musique, c'est toujours chouette. C'est ça, on prend du plaisir et après... c'est ça. vrai que moi j'ai de plus en plus, je regarde de plus en plus les recettes aussi sur YouTube, parce que de voir justement une personne qui le fait en vidéo, ça aide pas mal aussi. Et quand on bug sur certains trucs, on se dit attends, sur la vidéo il fait comment, et puis c'est bon, ça passe tout seul. C'est ça. Non, en vidéo, t'as TikTok aussi qui propose des formats un peu plus courts, mais ça peut aussi bien inspirer. Et est-ce que justement tu as d'autres projets ou objectifs qui sont liés à la nutrition et à la santé? Du coup, je te parlais de ma collection de e-books. Là, j'ai quelques petites idées en tête pour l'agrandir. Voilà, et puis j'aimerais bien, là c'est continuer à développer en gros les coachings que je propose déjà. Et puis à une époque, je proposais des ateliers en ligne sans gluten et sans produits laitiers. Ce serait d'envisager de les reprendre. Voilà. Ok. Et comment ça se passe donc les coachings ou les ateliers? Alors les coachings, c'est la personne va donc réserver un coaching et on prend le temps vraiment en visio pendant 1 heure de faire le point sur ce qu'est. Alors je suis pas nutritionniste, donc je donne pas de conseils de nutrition, mais c'est vraiment du pratico-pratique. Souvent c'est des gens qui apprennent qu'il faut changer d'alimentation, mais qui savent pas comment s'organiser, comment s'y prendre. Donc on fait le point sur leurs attentes, il y a toute une partie organisation et puis une partie idée de recettes en fait, qui partent avec quelque chose de très concret en fait, qu'ils puissent mettre en place. Et puis les ateliers, donc ils sont en pause depuis quelques temps, mais en gros c'était sur des thèmes, donc ça pouvait être les cookies, ça pouvait être un repas, ça pouvait être voilà, et en fait on cuisinait en petits groupes de 6 en visio. Ah chouette. Voilà. Ça permettait aux gens dans leur cuisine en fait de chez eux de cuisiner, et puis il y a tout un aspect théorique aussi parce qu'ils apprennent à utiliser tel et tel ingrédient. Trop bien. Voilà. Donc écoute, si tu en refais pardon, je viendrai à tes petits ateliers. Avec plaisir, carrément, avec plaisir. Et du coup, quels sont un peu les conseils que tu donnerais à une personne qui est justement confrontée à ces problématiques de santé? Alors, tu veux dire dans le sens qui aurait des problèmes de santé qui seraient liés à l'alimentation, qui seraient pas expliqués, ou... C'est ça, une personne qui se rend compte qu'elle a peut-être, tu vois, des problèmes digestifs, que elle a pas forcément encore de diagnostic, elle est en quête justement, et ça je sais que tu vois, par exemple moi ça a été mon cas où j'ai eu de plus en plus de symptômes, il n'y avait pas de diagnostic qui était posé, un peu comme toi, on m'a fait le test pour la maladie cœliaque, mais ça faisait 1 an et demi que j'avais pas mangé de gluten, on me dit que j'ai pas la maladie cœliaque, mais du coup on est un peu entre deux eaux et on se dit je fais comment? Je vois. Du coup je conseillerais vivement à cette personne de rien lâcher. De pas se laisser impressionner surtout, parce que je trouve, et pour avoir eu aussi pas mal de récits, que quand le corps médical ne sait pas expliquer, souvent on va nous dire pas nier les symptômes, mais en tout cas minimiser, alors que c'est bien là et que ça va pas et que on peut pas rester dans l'inconfort comme ça. Donc de rien lâcher et de pas se laisser impressionner ni par le corps médical ni par le changement, de beaucoup s'écouter parce que c'est toi qui habites ton corps, donc c'est toi qui sais comment ça se passe et si tu tolères ou pas quelque chose. Et puis de vraiment essayer en tout cas d'adopter un côté où tu te chouchoutes, tu prends soin de toi, et
tu te brutalises, mais justement au contraire, tu le fais pour toi, pour prendre soin de toi et tu vas à ton rythme, quoi. Voilà. On prend bien ces conseils précieusement. On arrive à la dernière partie, donc la gloomy party. J'ai une petite question pour toi. Ton plat préféré sans gluten, donc qui peut être sans lactose également, et sans sucre raffiné. D'accord. Alors, tous mes abonnés le savent depuis le temps, je fonctionne en monomanie, donc j'ai pas de plat, je peux pas te dire c'est mon plat préféré, c'est vraiment, j'ai des périodes où c'est absolument ça. Ouais. Et donc là, en ce moment c'est l'automne, donc un des plats qui va rentrer en ce moment c'est le mac and cheese au butternut. Donc tu prends des tortilles de sarrasin et tu fais une sauce hyper crémeuse à base de butternut et c'est trop bon. Alors tiens, j'ai une question pour toi qui fait des recettes, ça va peut-être m'aider, mais par exemple, dans le commerce, on trouve pas mal aussi, tu sais, des pâtes, je sais pas, au pois cassé, au corail, et c'est vrai que ça peut être très vite un peu pâteux. Est-ce que toi, tu as une idée de comment on peut les cuisiner de façon à ce que ce soit plus sympa dans l'assiette ? Alors, déjà, ça dépend de la marque que tu choisis de pâtes. Je trouve que souvent, alors, je les ai pas toutes testées, mais je trouve qu'en grande surface, t'as plus de risques qu'elles soient pâteuses. Si tu les prends en magasin bio, souvent, enfin, moi, les marques qui me fonctionnent, elles sont en bio. Et après, la cuisine, c'est pas des pâtes, sont pas des pâtes de blé, donc tu peux pas les cuire et juste enfin, si tu veux vraiment profiter, faire des petites sauces, une sauce que j'aime beaucoup faire, par exemple, c'est tu prends des noix de cajou, que tu vas mixer avec du lait d'amande, du sel. Et ça te fait une crème, c'est super sympa en fait, c'est hyper crémeux et tu peux manger des pâtes comme ça. Ouais, si jamais. Chouette. C'est vrai que j'ai vu pas mal aussi de recettes de noix de cajou avec des petits pois et mixés avec du lait également ou de la crème, et du coup ça fait apparemment c'est une super sauce très crémeux. bonne. C'est très bon. Il y a des gens qui mettent de la levure maltée dedans pour donner un petit goût fromager, mais il y a du gluten, donc pour le coup c'est à éviter. Mais un petit peu de sauce tamari éventuellement, je pense que ça peut donner du coup. Chouette. Ouais. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? J'aime beaucoup le compte de Zoé No Gluten. Oui. Ouais, je l'aime beaucoup. Après, il y en a quelques-uns que je suis bien, mais Zoé No Gluten, j'aime beaucoup. Ouais, bon, elle est recommandée à chaque podcast, Zoé. C'est vrai. Fait fureur. C'est top ce qu'elle fait. C'est top ce qu'elle fait. Ton restaurant préféré sans gluten, est-ce que c'est celui de Rouen du coup? Oui, mon restaurant préféré sans gluten à Rouen, c'est le Higueux que j'aime beaucoup. Et sinon à Paris, il y a une pizzeria qui fait des pizzas sans gluten que j'aime beaucoup, qui s'appelle Café Shop. Paris. Café Shop, voilà, c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup quand je vais à Paris aller là-bas. Trop chouette. Et j'avais une petite question aussi sur ta marque préférée sur le sans gluten. Est-ce que tu as une marque chouchoute ou pas? Alors, j'ai pas une marque chouchoute. Je peux juste citer une marque de pain qui est fabriquée dans ma région. Et pour le coup, en pain sans gluten, c'est vraiment les meilleurs, je trouve. C'est le Petit Minotier. Ok. Ah, ça me parle, Tu les trouves en magasin bio. Souvent, la Vie Claire le commercialise. Donc, chouette. Parfait. Je vais aller à la Vie Claire alors. Comme ça, je pourrais tester. Je te recommande. Ils sont très bons, leurs pains. Ouais, c'est toujours un peu compliqué de trouver du pain sans gluten qui soit bon, sans être très dur ou avoir un goût un peu bizarre. Donc... C'est ça. Celui-là, tu peux y aller les yeux fermés. Trop chouette. Parfait. Écoute, merci beaucoup Sarah pour ton temps et pour nous avoir partagé ton parcours. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de partager tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you